Chapitre 33. Samedi 15 août. La mer conserve sa monotone uniformité. Nulle terre n'est en vue, l'horizon paraît excessivement reculé. J'ai la tête encore alourdie par la violence de mon rêve. Mon oncle n'a pas rêvé, lui, mais il est de mauvaise humeur. Il parcourt tous les points de l'espace avec sa lunette et se croise les bras d'un air dépité. Je remarque que le professeur Lidenbrock tente à redevenir l'homme impatient du passé, et je consigne le fait sur mon journal. Il a fallu mes dangers et mes souffrances pour tirer de lui quelque étincelle d'humanité, mais depuis ma guérison, la nature a repris le dessus. Et cependant, pourquoi s'emporter ? Le voyage ne s'accomplit-il pas dans les circonstances les plus favorables ? Est-ce que le radeau ne file pas avec une merveilleuse rapidité ? Vous semblez inquiet, mon oncle, dis-je en le voyant souvent porter la lunette à ses yeux. Inquiet ? Non. Impatient, alors. On le serait à moins. Cependant, nous marchons avec une vitesse... Que m'importe ? Ce n'est pas la vitesse qui est trop petite. C'est la mer qui est trop grande. Je me souviens alors que le professeur, avant notre départ, estimait à une trentaine de lieues la longueur de cet océan souterrain. Or, nous avions déjà parcouru un chemin 3 fois plus long et les rivages du sud n'apparaissaient pas encore. « Nous ne descendons pas, » reprend le professeur. « Tout cela est du temps perdu, et en somme, je ne suis pas venu si loin pour faire une partie de bateau sur un étang. » Il appelle cette traversée une partie de bateau, et cette mer un étang. Mais, dis-je, puisque nous avons suivi la route indiquée par Saknussemm... C'est la question, avons-nous suivi cette route ? Saknussemm a-t-il rencontré cet étang du dos ? L'a-t-il traversé ? Ce ruisseau que nous avons pris pour guide ne nous a-t-il pas complètement égarés ? En tout cas, nous ne pouvons regretter d'être venus jusqu'ici. Ce spectacle est magnifique. Il ne s'agit pas de voir. Je me suis proposé un but et je veux l'atteindre. Ainsi, ne me parle pas d'admirer. Je me le tiens pour dit et je laisse le professeur se ronger les lèvres d'impatience. À 6 heures du soir, Hans réclame sa paix et ses 3 riksdals lui sont comptés. Dimanche 16 août. Rien de nouveau, même temps, le vent a une légère tendance à fraîchir. En me réveillant, mon premier soin est de constater l'intensité de la lumière. Je crains toujours que le phénomène électrique ne vienne à s'obscurcir, puis à s'éteindre. Il n'en est rien, l'ombre du radeau est nettement dessinée à la surface des flots. Vraiment, cette mer est infinie. Elle doit avoir la largeur de la Méditerranée, ou même de l'Atlantique, pourquoi pas. Mon oncle sonde à plusieurs reprises. Il attache un des plus lourds pics à l'extrémité d'une corde qu'il laisse filer de 200 brasses. Pas de fond. Nous avons beaucoup de peine à ramener notre sonde. Quand le pic est remonté à bord, Hans me fait remarquer à sa surface des empreintes fortement accusées. On dirait que ce morceau de fer a été vigoureusement serré entre 2 cordures. Je regarde le chasseur. « Tendea » dit-il. Je ne comprends pas. Je me tourne vers mon oncle qui est entièrement absorbé dans ses réflexions. Je ne me soucie pas de le déranger. Je reviens vers l'Islandais. Celui-ci, ouvrant et refermant plusieurs fois la bouche, me fait comprendre sa pensée. « Des dents !» dis-je avec stupéfaction, en considérant plus attentivement la barre de fer. « Oui, ce sont bien des dents dont l'empreinte s'est incrustée dans le métal. Les mâchoires qu'elles garnissent doivent posséder une force prodigieuse. Est-ce un monstre des espèces perdues qui s'agite sous la couche profonde des eaux, plus vorace que le squale, plus redoutable que la baleine ? Je ne puis détacher mes regards de cette barre à demi rongée. Mon rêve de la nuit dernière va-t-il devenir une réalité ?
Ces pensées m'agitent pendant tout le jour, et mon imagination se calme à peine dans un sommeil de quelques heures. Lundi 17 août. Je cherche à me rappeler les instincts particuliers à ces animaux antédiluviens de l'époque secondaire qui, succédant aux mollusques, aux crustacés et aux poissons, précédèrent l'apparition des mammifères sur le globe. Le monde appartenait alors aux reptiles. Ces monstres régnaient en maître dans les mers jurassiques. La nature leur avait accordé la plus complète organisation. Quelle gigantesque structure, quelle force prodigieuse. Les sauriens actuels, alligators ou crocodiles, les plus gros et les plus redoutables, ne sont que des réductions affaiblies de leurs pères des premiers âges. Je frissonne à l'évocation que je fais de ces monstres. Nul œil humain ne les a vus vivants, ils apparurent sur la Terre 1000 siècles avant l'homme, mais leurs ossements fossiles, retrouvés dans ce calcaire argileux que les Anglais nomment le lias, ont permis de les reconstruire anatomiquement et de connaître leur colossale conformation. J'ai vu au muséum de Hambourg le squelette de l'un de ces sauriens qui mesurait 30 pieds de longueur. Suis-je donc destiné, moi, habitant de la Terre, à me trouver face à face avec ces représentants d'une famille antédiluvienne? Non, c'est impossible. Cependant, la marque des dents puissantes est gravée sur la barre de fer, et à leur empreinte, je reconnais qu'elles sont coniques, comme celles du crocodile. Mes yeux se fixent avec effroi sur la mer. Je crains de voir s'élancer l'un de ces habitants des cavernes sous-marines. Je suppose que le professeur Lidenbrock partage mes idées, sinon mes craintes, car, après avoir examiné le pic, il parcourt l'océan du regard. Au diable, dis-je en moi-même, cette idée qu'il a eue de sonder. Il a troublé quelque animal dans sa retraite, et si nous ne sommes pas attaqués en route, je jette un coup d'œil sur les armes et je m'assure qu'elles sont en bon état. Mon oncle me voit faire et m'approuve du geste. Déjà, de larges agitations produites à la surface des flots indiquent le trouble des couches reculées. Le danger est proche. Il faut veiller. Mardi 18 août. Le soir arrive, ou plutôt le moment où le sommeil alourdit nos paupières, car la nuit manque à cet océan et l'implacable lumière fatigue obstinément nos yeux, comme si nous naviguions sous le soleil des mers arctiques. Hans est à la barre. Pendant son quart, je m'endors. 2 heures après, une secousse épouvantable me réveille. Le radeau a été soulevé hors des flots avec une indescriptible puissance et rejeté à 20 toises de là. « Qu'y a-t-il » s'écrie mon oncle. « Avons-nous touché ?» Hans montre du doigt à une distance de 200 toises une masse noirâtre qui s'élève et s'abaisse tour à tour. Je regarde et je m'écrie. « C'est un marsouin colossal !»« Oui, » réplique mon oncle. « Et voilà maintenant un lézard de mer d'une grosseur peu commune. Et plus loin, un crocodile monstrueux. Voyez sa large mâchoire et les rangées de dents dont elle est armée. Ah, il disparaît. Une baleine !» « Une baleine !» s'écrie alors le professeur. « J'aperçois ses nageoires énormes. Vois l'air et l'eau qu'elle chasse par ses évents. » En effet, 2 colonnes liquides s'élèvent à une hauteur considérable au-dessus de la mer. Nous restons surpris, stupéfaits, épouvantés en présence de ce troupeau de monstres marins. Ils ont des dimensions surnaturelles et le moindre d'entre eux briserait le radeau d'un coup de dent. Hans veut mettre la barre au vent afin de fuir ce voisinage dangereux, mais il aperçoit sur l'autre bord d'autres ennemis non moins redoutables, une tortue large de 40 pieds et un serpent long de 30 qui darde sa tête énorme au-dessus des flots. Impossible de fuir. Ces reptiles s'approchent, ils tournent autour du radeau avec une rapidité que des convois lancés à grande vitesse ne sauraient égaler. Ils tracent autour de lui des cercles concentriques. J'ai pris ma carabine. Mais quel effet peut produire une balle sur les écailles dont le corps de ces animaux est recouvert ? Nous sommes muets d'effroi. Les voici qui s'approchent, d'un côté le crocodile, de l'autre le serpent.
Le reste du troupeau marin a disparu. Je vais faire feu. Hans m'arrête d'un signe. Les deux monstres passent à 50 toises du radeau, se précipitent l'un sur l'autre et leur fureur les empêche de nous apercevoir. Le combat s'engage à 100 toises du radeau. Nous voyons distinctement les deux monstres aux prises. Mais il semble que maintenant les autres animaux viennent prendre part à la lutte. Le marsouin, la baleine, le lézard, la tortue, à chaque instant je les entrevois. Je les montre à l'Islandais. Celui-ci remue la tête négativement. « Sver, dit-il. »« Quoi ? Il prétend que 2 animaux seulement ?»« Il a raison !» s'écrie mon oncle, dont la lunette n'a pas quitté les yeux. « Par exemple ?»« Oui, le premier de ces monstres a le museau d'un marsouin, la tête d'un lézard, les dents d'un crocodile, et voilà ce qui nous a trompés. C'est le plus redoutable des reptiles antédiluviens, l'Ichthyosaurus. » Et l'autre ? L'autre, c'est un serpent caché dans la carapace d'une tortue, le terrible ennemi du premier, le Plesiosaurus. Hans a dit vrai, 2 monstres seulement troublent ainsi la surface de la mer. Et j'ai devant les yeux 2 reptiles des océans primitifs. J'aperçois l'œil sanglant de l'Ichthyosaurus, gros comme la tête d'un homme. La nature l'a doué d'un appareil optique d'une extrême puissance et capable de résister à la pression des couches d'eau dans les profondeurs qui l'habitent. On l'a justement nommé la baleine des sauriens car il en a la rapidité et la taille. Celui-ci ne mesure pas moins de 100 pieds et je peux juger de sa grandeur quand il dresse au-dessus des flots les nageoires verticales de sa queue. Sa mâchoire est énorme et d'après les naturalistes, elle ne compte pas moins de 182 dents. Le Plesiosaurus, serpent à tronc cylindrique à queue courte, a les pattes disposées en forme de rame. Son corps est entièrement revêtu d'une carapace et son cou, flexible comme celui du cygne, se dresse à 30 pieds au-dessus des flots. Ces animaux s'attaquent avec une indescriptible furie. Ils soulèvent des montagnes liquides qui refluent jusqu'au radeau. 20 fois, nous sommes sur le point de chavirer. Des sifflements d'une prodigieuse intensité se font entendre. Les 2 bêtes sont enlacées. Je ne puis les distinguer l'une de l'autre. Il faut tout craindre de la rage du vainqueur. 1 heure, 2 heures se passent. La lutte continue avec le même acharnement. Les combattants se rapprochent du radeau et s'en éloignent tour à tour. Nous restons immobiles, prêts à faire feu. Soudain, l'Ichthyosaurus et le Plesiosaurus disparaissent en creusant un véritable maelstrom au sein des flots. Plusieurs minutes s'écoulent. Le combat va-t-il se terminer dans les profondeurs de la mer ? Tout à coup, une tête énorme s'élance au dehors, la tête du Plesiosaurus. Le monstre est blessé à mort. Je n'aperçois plus son immense carapace. Seulement son long cou se dresse, s'abat, se relève, se recourbe comme un verre coupé. L'eau rejaillit à une distance considérable. Elle nous aveugle. Mais bientôt, l'agonie du reptile touche à sa fin. Ses mouvements diminuent, ses contorsions s'apaisent. Et ce long tronçon de serpent s'étend comme une masse inerte sur les flots calmés. Quant à l'Ichthyosaurus, a-t-il donc regagné sa caverne sous-marine ? Ou va-t-il donc reparaître à la surface de la mer ?